Je me présente, moi je suis Cécile Jeanne, je suis cofondatrice du label Notre Mode est Possible. Je suis par ailleurs journaliste, je vais modérer donc cette discussion. Donc, pour vous dire deux mots quand même du label Notre Mode est Possible, nous sommes un collectif d'acteurs, de designers, qui fonctionne comme un label de musique indépendant. C'est-à-dire que notre objectif, notre mission et ce que l'on fait, c'est d'accompagner les créateurs à la fois dans la production, enfin dans la création déjà, dans la production et dans la distribution de leurs vêtements, en ayant effectivement un impact à la fois environnemental et social positif, et donc en valorisant toutes les voies alternatives qui existent aujourd'hui dans l'écosystème de la mode et du textile. Voilà. Donc au niveau de cette discussion, l'idée c'est de partir du point de départ il y a 5 ans à peu près, donc comme vous le savez certainement pour beaucoup d'entre vous, il y a eu cette tragédie du Rana Plaza au Bangladesh qui a été un petit peu un déclic, même s'il y a des initiatives qui sont en place depuis bien plus longtemps que ça. Ça a été le point de départ du mouvement Fashion Revolution. Et depuis 5 ans, on assiste effectivement à beaucoup d'initiatives qui fleurissent dans le champ de la mode responsable et de la mode éthique. Et c'est parfois un petit peu difficile de s'y retrouver. Nous, on part du principe, chez Une Autre Mode est Possible, que c'est pas si simple d'être dans une démarche réellement éco-responsable et qu'effectivement, il ne suffit pas de produire en France ou de produire à partir de coton bio ou de recycler pour être dans une démarche réellement éco-responsable. Il y a plein de paramètres qui entrent en compte. Donc aujourd'hui, on va essayer de vous présenter quelques-unes de ces voies alternatives. J'ai à mes côtés donc 4 membres du label. À ma gauche, Arielle Lévy, donc, qui est cofondatrice du label également, et qui a créé l'Herbe Rouge, qui est une marque qui a existé pendant 10 ans, qui est une des marques pionnières, une des marques pionnières de l'éco-conception dans la mode. À sa droite, Héloïse de Slow We Are. Donc Slow We Are, qui est une plateforme d'information sur effectivement la mode responsable, qui accompagne aussi des créateurs dans la valorisation de leur création et de leur marque, mais qui s'adresse avant tout aux consommateurs pour leur fournir le plus d'informations possible sur la mode responsable. À ma droite, tout à droite, Monia, donc créatrice de la marque Supermarché, qui est une marque d'upcycling. Donc on va en parler, l'upcycling qui est une des voies justement alternatives dans la mode. Et donc un Supermarché qui travaille à partir de vêtements de seconde main et qui travaille aussi avec des ateliers d'insertion sociale. Donc on combine à la fois l'innovation environnementale avec l'upcycling et l'innovation sociale. Et Kim, qui est directrice artistique, cofondatrice d'About a Worker. About a Worker qui a fait le pari de donner la parole créative aux ouvriers du textile. Donc ça, c'est extrêmement intéressant en termes d'innovation sociale. Et c'est pour nous une voie aussi très importante pour la mode de demain. Donc, je vais commencer, en fait, je vous ai parlé très rapidement de l'Herbe Rouge en présentant Arielle. L'Herbe Rouge est une marque donc, pionnière dans l'éco-conception dont Une Autre Mode est Possible et l'émanation, en fait. C'est la version collective, on va dire, de l'Herbe Rouge. Il y avait une promesse qui était très forte, qui partait donc, qui posait 5 choses dans la fabrication, dans la production des vêtements. Des matières écologiques, une fabrication responsable, une réduction de l'impact environnemental, qualité et prix juste, et design et bien-être. Ça, c'est vraiment des choses qu'on reprend, nous, dans Une Autre Mode est Possible. Et ce qui est important aussi de comprendre, et c'est avec ce thème qu'on voudrait aborder ce talk, c'est qu'Une Autre Mode est Possible, c'est aussi, ça se décline aussi au masculin, c'est aussi un autre mode est possible. Un autre mode de penser, de créer, d'envisager les choses. Donc c'est beaucoup plus large en fait que l'écosystème du textile et ça implique effectivement de repenser tous les modèles économiques. La recyclerie est un lieu emblématique aussi à ce niveau-là en tant que tiers-lieu qui recherche effectivement d'autres façons de faire. Et il est très important, et je vais du coup laisser la parole à Arielle sur cette promesse originelle de l'Herbe Rouge qui est maintenant celle d'Une Autre Mode est Possible. Quels sont les enjeux
justement, au-delà du textile, des nouveaux modes à mettre en place, des nouveaux modes pour la mode de demain et le monde de demain aussi. Merci Cécile. Bon, eh bien il fait beau aujourd'hui. Vous êtes en forme, le soleil ne chauffe pas trop. Audience très variée, beaucoup de jeunes, c'est génial, de millénium. Je vois aussi des visages intergénérationnels, je vois différentes cultures, origines. C'est tout ce qu'on a envie, c'est ce qu'on aime aussi raconter chez Notre Mode. Avant de vous parler du passé, j'aimerais plutôt vous parler d'aujourd'hui, de l'avenir. Juste expliquer pourquoi j'ai initié la création d'une autre mode est possible. Tout simplement parce que si on est tous réunis aujourd'hui dans ce lieu qui porte du sens, c'est que tout simplement on est en train de chercher du sens à ce que l'on veut faire. Et chercher du sens, on va sortir 2 secondes de la mode. C'est peut-être ça l'enjeu d'une autre mode est possible, c'est de se dire que le sens, justement, il est bien ailleurs. On serait complètement fou, je ne vais pas vous faire un cours, je ne vais pas vous donner de statistiques, de penser qu'aujourd'hui, le monde n'est pas connecté, de penser qu'aujourd'hui, le monde, il n'y a pas des guerres, de penser d'aujourd'hui que la financiarisation de notre économie, c'est quelque chose qui cloche un petit peu. On serait un petit peu bête de se dire qu'aujourd'hui, on est toujours dans la mobilité, qu'un jeune aujourd'hui ne va pas forcément avoir le même métier toute sa vie, qu'après ses études, il veut voyager, il veut rencontrer, et que c'est ça, en fait, le fondement même d'une autre mode est possible. C'est de se dire à un moment sur, en effet, l'histoire de l'herbe rouge aux 12 prix, je vous dirai en 2 minutes qui je suis, mais finalement, pourquoi je crée ? C'est quoi créer ? C'est quoi amener de la création ? Alors on parle beaucoup aujourd'hui d'industrie de la mode, seconde industrie, la plus polluante, etc. etc. Mais en fait, la vraie raison, nous, sur une autre mode, c'est pourquoi on crée, quelle est notre vision, où on a envie d'aller. Est-ce que je crée pour devenir superstar qui va être dans la une des magazines ? Est-ce que je crée parce qu'à un moment, moi, je veux être en accord entre mes valeurs et mes valeurs et ma vision professionnelle? Est-ce que je crée parce que j'étais dans une grosse boîte et puis à un moment j'ai trouvé que tout ça c'était un petit peu dérisoire, que j'appliquais des rules, des règles que je ne comprenais pas? Voilà, c'est un petit peu le fondement même de replacer le curseur, ce que j'aimerais vraiment, si on retient une chose de ce que j'ai dit, la création. La création, c'est ce qui motive, qu'on soit start-up, qu'on soit nous, créateurs de mode. La raison même, c'est la chose la plus importante. Ça vient de la naissance, ensuite on commence à marcher, ensuite on commence à rencontrer. La création à travers la rencontre humaine. Alors, sur un autre mode de produire et de consommer, on va essayer de ne pas être trop scolaire. Moi, j'ai 20 ans de mode, plein d'expériences dans plein de domaines. Voilà, je ne suis plus un millénium. Et puis, j'ai vu la désindustrialisation, subi la désindustrialisation. J'ai vu également la mondialisation. J'ai vu aussi des choses extraordinaires. Donc, des gens perdre des emplois, des gens pleurer, des gens qui ont 40, 50 piges aujourd'hui, qui sont bourrés de talent et de savoir-faire, qui tout d'un coup, on leur disait, vous, non, ben non, il n'y a plus... dehors, bonjour. Mais j'ai vu également des choses super dans des usines, dans des ateliers, des gestes magnifiques. Et tout ça m'a donné envie, parce que c'est une aventure collective, de se dire on peut raconter une histoire qui va placer notre mode de concevoir, produire et distribuer. Et donc, c'est la recherche d'une autre mode est possible, ou celle qui avait de l'herbe rouge, de se dire à un moment comment je vais, bien sûr, à travers mon geste de créateur, de designer qui veut faire des fringues qui sont plus que portables, mais qui portent également du sens, parce que finalement, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que je porte un vêtement? Est-ce que c'est simplement pour être beau? Est-ce que c'est pour se sentir bien? Est-ce que c'est parce que je suis malade? Parce que j'ai un entretien pour trouver un boulot? Il y a plein de raisons qui sont toutes individuelles, qui fait qu'on
qu'on porte un vêtement. Et ça nous a amené très rapidement à finalement rebalayer à travers le champ de l'éco-conception. L'éco-conception, c'est de l'agriculture jusqu'à la fin de vie du produit, à se dire comment est-ce que je vais préserver l'essentiel. L'essentiel, c'est le beau, le bon, le juste. Voilà. Et comment donc, pour y arriver économiquement, je vais pouvoir diminuer des choses qui sont superficielles. Et donc, c'est du travail de recherche sur une filière. Est-ce que finalement, je vais pas trop loin dans le champ de loin, sur la manière de couper le zéro déchet. Tous les collègues, tous mes amis vont y revenir. Ça peut être plein de choses. Ça peut être sur la comptabilité. Ça peut être la comptabilité, ça veut dire tout simplement pas imprimer de papier, mutualiser un expert comptable. La distribution, tous nos magasins étaient éco-conçus, mais moi j'estime que la distribution, c'est pas simplement vendre dans un magasin. Le consommateur, c'est comment je le rends acteur. Et cette cohérence qui doit être, si vous êtes créateur ou même dans d'autres domaines, et cette volonté d'être aussi transversale avec l'art, parce que la création, c'est aussi de la culture, c'est l'air du temps, c'est la transformation, la transmutation, comme dirait mon amie Catherine, ici présente. Et c'est cette recherche de modèle économique qui nous a amenés et qui amène aujourd'hui notre mode est possible, à se dire qu'à un moment, l'entreprise, il y a des règles, mais il y a aussi l'idée de se dire qu'il y a 3 facteurs qui sont chiffre d'affaires, rentabilité nette, et puis également endettement. Et donc, juste à un moment, voilà, ça c'est les règles de ce qu'on nous impose aujourd'hui dans le modèle de l'entreprise, si on veut pouvoir faire vivre certaines personnes et en faire vivre, parce qu'il faut mieux avoir des moins et des plus. Et juste, si j'ai 2 choses à dire, le modèle économique d'une autre mode est possible, c'est la création, la création, la création. Diminuer les choses qui sont superficielles, superficielles, superficielles. Chercher du sens en allant à la rencontre des gens qui ont les savoir-faire et en retrouvant l'idée des savoir-faire et l'idée d'un métier, parce qu'un métier, moi souvent dans une boutique depuis des années, ah oui, c'est vous qui dessinez. Non, c'est plein d'autres choses. Et puis ensuite, c'est l'innovation, et ça je vais passer la parole, c'est l'innovation sociale, c'est l'innovation au niveau du consommateur, etc. Donc moi je vous dis juste le beau, le bon, le juste. Merci beaucoup, Ariel. Donc, effectivement, les savoir-faire, c'est quelque chose de très important. On aurait pu avoir, on est une trentaine dans le label aujourd'hui de membres, de partenaires. Plusieurs sont dans la salle et on aurait pu parler de beaucoup de savoir-faire, justement. Ce que j'aimerais dire quand même, parce qu'on va faire un focus tout à l'heure avec une bande-annonce de film, une série de documentaires qui s'appelle Green Door Stories, qui est représenté par Marion, donc qui vous parlera un petit peu du projet tout à l'heure, et qui justement va à la recherche dans le monde des savoir-faire et des initiatives positives. Donc nous, on a vraiment envie, comme le disait Ariel, de mettre l'accent sur le positif, sur la création. Et elle nous donc Marion nous montrera la bande-annonce de son film sur la teinture végétale au bleu de pastel dans le sud-ouest de la France. Donc ça, on y reviendra. On reviendra aussi sur les savoir-faire avec Héloïse, donc, qui valorise beaucoup les savoir-faire au travers de la plateforme Slow We Are. Avant ça, on va parler d'upcycling. Donc il y a effectivement les savoir-faire très importants. Une des voies pour la mode de demain, less is more, c'est ce qu'a dit Ariel. C'est l'upcycling. On a beaucoup de membres créateurs qui en font. Donc Monia, bien évidemment, mais il y a aussi Wild, Claire Dartigue, Les Récupérables. Je vais peut-être pas tous vous les citer, mais il y en a au moins presque une dizaine qui travaillent en upcycling au sein du label. Donc Monia, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment... Alors Monia, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, est à la base éducatrice spécialisée. On reviendra après sur l'engagement social et j'ai évoqué effectivement son travail avec des ateliers d'insertion. L'upcycling, pourquoi, comment tu en es arrivé à l'upcycling finalement? Je précise que Monia fait de l'upcycling entre guillemets pur de vêtements, c'est-à-dire qu'elle prend des vêtements de seconde main pour les transformer. Il y a des membres que j'ai cités, par exemple comme les Récupérables, qui vont travailler à partir de fins de rouleaux de tissu d'ameublement. Donc là, on a un usage qui est différent. La Monia travaille vraiment à partir des vêtements de seconde main qu'elle chine et qu'elle va transformer. Bonsoir à tous.
Pour répondre un peu à la question, et vous n'hésitez pas si jamais vous entendez pas bien, n'hésitez pas. Pour répondre un peu à la question de pourquoi moi je suis arrivée à l'upcycling, alors effectivement, Cécile l'évoquait, moi j'ai commencé ma carrière dans le travail social, donc j'étais éducatrice spécialisée. Assez rapidement, j'ai étudié dans la mode, puis travaillé dans la mode, et mon dernier emploi, c'était de faire du développement produit. Donc en gros, le développement produit, c'est qu'on accompagne les créateurs à développer un produit pour obtenir un prototype. Donc c'est une caution assez technique pour la donnée textile. Il y avait une notion aussi un peu prix de revient, donc combien allaient nous coûter les vêtements qu'on allait faire fabriquer pour savoir combien on allait pouvoir les vendre. Donc j'ai fait ça, donc voilà, j'ai eu ce petit chemin pendant quelques années. Et finalement, tout le long, j'étais assez sceptique sur le nombre de collections qu'on fabriquait, qu'on ait vendu les collections ou pas. On continuait avec des quantités qui devaient être exponentielles parce qu'on est quand même sur la base d'un système économique où faire un certain chiffre l'année N et projeter de faire le même l'année N plus 1, c'est pas envisageable. On envisage toujours de faire plus et de faire plus. Et voilà, donc moi, de mon expérience, on continuait à faire fabriquer des modèles qu'on n'avait pas du tout vendus. Et après, du coup, on faisait des braderies, donc les soldes, c'est demain d'ailleurs. Voilà, il y avait tout ce système où j'étais un peu sceptique, quoi. Et du coup, d'y participer me faisait poser beaucoup de questions sur le sens que ça avait pour moi. Même si j'aimais beaucoup les vêtements, j'aimais beaucoup l'activité que j'avais, mais bon, je participais quand même à quelque chose avec lequel j'étais pas complètement en accord. Et voilà, donc assez naturellement. Et par ailleurs, comme plein de gens, je pense, quand on est étudiant, on n'a pas beaucoup d'argent, donc on voit comment on peut faire des looks un peu chouettes avec pas grand-chose. Donc j'étais assez proche des vêtements de seconde main. Et après, on se rend compte qu'il en existe plein et que du coup, nous, on y participe quand on est dans l'industrie et on sait très bien où vont finir ces vêtements. Et voilà, donc pour autant, j'ai toujours l'amour des vêtements et j'adore. Il y a un côté un peu matérialiste que j'aime quand même beaucoup et je trouve que c'est socialement même quelque chose d'assez intéressant, le vêtement. Mais donc l'idée, c'était de continuer à évoluer là-dedans, mais en essayant de me contraindre à utiliser ce qui était déjà existant. Et moi, de mon expérience, en tout cas, c'est une contrainte qui est assez chouette pour travailler. C'est pas ennuyeux. Après, ça dépend de quelle créativité qu'on a et de ce qu'on souhaite faire. Mais pour moi, au contraire, d'avoir la base de la chemise que j'ai trouvée, elle est bleue et elle n'est pas noire. Je vais faire avec et après je vais essayer de créer ma collection autour de ça. Donc c'est plutôt galvanisant en tout cas pour moi d'être dans cette démarche-là. Et sur la question de l'innovation sociale, donc le fait de travailler, donc je vous schématise très rapidement, mais concrètement, donc moi j'achète des vêtements de seconde main, j'interviens sur les vêtements jusqu'à la coupe. Donc c'est très artisanal. Ça veut dire une marque traditionnelle commande des rouleaux de tissu, fabrique ou fait fabriquer ses patrons qui vont dans toutes les tailles et fournissent toutes ces informations à des fabricants qui ensuite coupent et montent les modèles. Moi, du fait que ce soit des pièces uniques, donc je vais trouver un modèle que j'aime bien, ce que je porte aujourd'hui par exemple, c'est une combinaison. Ce modèle, il est décliné plusieurs fois, mais chaque chemise que je trouve, elle n'est pas avec un carreau Vichy bleu et blanc, il y en a de toutes sortes d'imprimés et de matières. Et du coup, cette partie-là, c'est moi qui l'a fait. Et ensuite intervient l'atelier d'insertion avec lequel je travaille. Donc c'est vraiment pour l'assemblage. Et moi, cet intérêt que j'ai eu, c'est aussi que dans ma carrière finalement dans la mode, ayant commencé avec le travail social, il me manquait un peu de lien. Et notamment, les fabricants avec lesquels je travaillais, ils étaient à l'étranger. Donc je ne les ai jamais rencontrés physiquement. C'était par téléphone, par mail. Et donc, j'ai jamais eu l'occasion d'aller dans une usine, de voir donc, qui est la personne qui monte les vêtements, dans quelles conditions elle travaille et tout ça. Donc, il y avait déjà cette question de l'artisanat ou de la fabrication, qui sont les visages de cette fabrication. Et aussi, voilà, qu'il y a plein de personnes dans la mode et même au-delà, dans notre société, qu'on n'a pas trop envie de regarder parce qu'ils ne sont pas comme on dit qu'il faudrait être. Et je pense qu'aucun d'entre nous ici se sent comme il faudrait être. On est toujours en train d'essayer de rentrer dans ce qu'on a dit qu'il fallait qu'on soit. Et je trouve que la mode, c'est le point d'orgue de cette normalisation des personnes et des personnalités. Et du coup, je bifurque aussi un peu sur cette question. Je pense que c'est un milieu où il y a beaucoup de souffrance. Bien évidemment, on le sait tous sur la question de la fabrication à l'étranger, dans des conditions de travail déplorables et tout ça. Mais j'irais même encore plus loin. Dans les bureaux à Paris,
et dans les grandes capitales. Et je pense qu'il y a plein de gens qui souffrent de leur rythme de travail, de pas avoir la personnalité avec l'ego qu'il fallait. Alors qu'en fait, je pense que beaucoup de gens viennent à ce métier, enfin comme moi j'y suis arrivée, parce que j'aime beaucoup les vêtements et que je me suis dit qu'on pouvait faire des choses chouettes. Donc voilà, tout ça pour dire qu'assez naturellement, le lien avec des personnes qui étaient éloignées de l'emploi et qui pour beaucoup avaient la couture comme métier dans leur vie, donc en plus sont super qualifiées, mais ont été un peu mises de côté parce qu'un certain âge, parce qu'une difficulté dans la vie, ça me paraissait naturel de faire un lien avec ce lieu-là. Et effectivement, Monia, là, on rejoint aussi la promesse d'Emmaüs. La promesse d'Emmaüs que vous connaissez forcément tous, c'est donner une deuxième vie aux objets, une seconde chance aux hommes et effectivement beaucoup de choses à la planète aussi. Donc on voit à quel point innovation sociale, innovation en termes de création, innovation environnementale sont intrinsèquement liées en fait. Et peut-être avant de revenir sur la question de l'innovation sociale, puisque on va en parler avec Kim aussi, qui va encore plus loin. Monia travaille avec des personnes dans des ateliers d'insertion. About a Worker permet aux ouvriers de devenir designers, donc ça va encore plus loin. J'aimerais juste revenir une petite seconde sur l'upcycling. Donc on voit à quel point, dans ce que raconte Monia, les contraintes sont aussi source de créativité et sont en fait une force et pas une entrave. Et justement, c'est aussi le pari du Notre Mode est possible, c'est faire avec ce qu'on a, avec l'existant aussi, valoriser l'existant. On sera en résidence tout le week-end ici, donc cette conférence est un peu l'ouverture. Donc la recyclerie nous accueille samedi et dimanche. On va animer un atelier performance sur le thème de l'upcycling, justement avec 2 designers membres du label, bon, qui sont pas parmi nous dans cette table ronde, mais qui seront là bien sûr ce week-end. On propose de créer sur un modèle collaboratif, c'est-à-dire qu'on vous invite à venir participer à la création. On va créer un vêtement à partir de chambres à air de vélo recyclés. Donc les designers ont imaginé le modèle et l'idée c'est qu'on va le fabriquer ensemble. Donc si vous voulez venir participer à cette collaboration, voilà, cette création collaborative et collective, ce sera donc samedi et dimanche. Vous avez le lien sur Facebook, il faut s'inscrire sur WizEvent, mais vous pouvez venir aussi, ce sera donc à l'atelier juste là, tout le week-end. Et il y aura également, on sera également présent, une autre mode, il y aura le dimanche également des workshops familiaux, mais qui sont complets pour l'instant. Mais en tout cas, le Slow Lab, donc, puisque c'est effectivement, nous on a cette partie au sein du label qui est ce laboratoire de réflexion et de recherche autour de la création. Et là, c'est vraiment le premier chantier du Slow Lab, une autre mode est possible, qu'on lance ce week-end et qu'on aimerait beaucoup lancer voilà, avec tout le monde. Donc n'hésitez pas, si vous êtes disponible ce week-end, à venir participer. C'était pour conclure sur l'upcycling. Du coup, j'en reviens à l'innovation sociale. Monia, tu travaillais, du coup, tu travailles toujours avec un atelier qui est Modestime, qui est situé à Saint-Denis. Et du coup, tu me disais, c'était très intéressant de t'entendre là-dessus, que finalement, toi, tu vas travailler avec eux. Donc, tu es vraiment... c'est comme ce que je disais tout à l'heure, il ne suffit pas de dire c'est fabriqué en France pour avoir la garantie que c'est des bonnes conditions de travail. Il faut aussi être le témoin de ces conditions de travail. Donc du coup, toi, tu vas au contact effectivement des employés de Modestime pour finalement, c'est toi qui crée les modèles, mais pour les accompagner aussi dans la confection. Oui, c'est Kim en témoignera ensuite parce qu'on travaille avec le même atelier. C'est effectivement un atelier par rapport à un atelier traditionnel où en général on passe notre commande, on a des échanges techniques, voilà la fiche technique, le dossier, les fournitures. Là, c'est vraiment un lieu assez fou où on peut passer des jours. Moi, j'y passe des jours et des jours dans un petit coin de table à couper, à tel point qu'il y a des clients qui viennent et qui pensent que je suis salariée de là-bas et qui me demandent des trucs et je sais pas. Et en fait, c'est aussi ça, quand on parlait d'un autre mode de faire, c'est aussi que ce genre d'atelier a le loisir de faire comme il veut, parce que c'est leur atelier et qu'ils sont un peu à la croisée des chemins d'un lieu commerçant, de business, quoi. Ils ont besoin d'avoir des clients pour pouvoir rémunérer les salariés.
mais à la fois un gros lien avec le champ social où les personnes qui ont créé ce lieu s'inquiètent des situations sociales des personnes salariées, au niveau de leur recherche de logement, où est-ce qu'elles en sont. Enfin, il y a une vraie... ce lien-là existe et le fait qu'on puisse y passer du temps en tant que client, c'est très transparent en fait. Et donc c'est vrai que c'est assez appréciable. Ouais. Et c'est là que tu peux aussi, quelque part, reconnecter avec ta formation d'éducatrice spécialisée et créer vraiment du lien avec les salariés. Pour le coup, c'est vrai que c'est pas... c'est un public qui est maintenant autonome parce que travaille. En fait, je pense que la plupart du temps, on se rend compte que l'activité professionnelle permet 80% de l'autonomie des gens, en fait, déjà parce qu'ils sont autonomes financièrement et qu'ils ont une activité sociale où ils parlent avec des gens tous les jours. Et donc, en soi, moi, j'ai pas du tout ce rôle avec eux, mais c'est juste que peut-être que le fait que j'ai eu ce lien avec des publics auparavant facilite mes échanges avec eux pour aller même encore plus loin qu'un échange de clientes à sous-traitants et qu'on peut avoir des échanges un peu plus riches que ça. Alors, du coup... super le témoignage sur l'upcycling. Excuse-moi, je me permets juste, là, parfois, je mets un peu le souk. Une autre mode est possible. Il y a 30 ans, on a commencé à basculer du mauvais côté. Ce n'est pas nous qui nous sommes trompés. Ce n'est pas un petit truc marginal. Il y a 30 ans, pour la mondialisation, on s'est dit on va surproduire, on va avoir des sous-traitants. Mais moi, quand j'ai eu la chance de commencer il y a 25 ans dans la mode, et il y en a encore aujourd'hui, ce ne sont pas des cas isolés, même si là on est dans un cas où en plus on fait appel à la réinsertion. La vraie réalité de la production et de la chaîne de valeur, c'est ça. C'est savoir que ce soit en Roumanie, que ce soit en France, dans le Rhône-Alpes, que ce soit en Inde, que ce soit en Amérique du Sud, qui est derrière, quel est le geste, comment je collabore, comment je développe ensemble un fil, un tissu, comment j'arrive à trouver un nouveau point, comment j'arrive à trouver une méthode pour travailler sur un point d'usure pour que mon pantalon ne craque pas, comment j'arrive à trouver une poche qui fasse que quand on a un peu de hanche, eh ben, la manière dont on la place, eh ben, elle va bien se placer. Là, ce qu'on est en train juste de vous raconter, et je te repasse avec plaisir le micro, c'est que tout ce qu'on fait, nous, ensemble, etc., c'est juste retrouver du sens à ce qu'est le textile. C'est bon, j'en ai déjà. Du coup, le sens, donc c'est très important. On parlait de mode estime avec Monia, on va aussi en parler avec Kim, puisque la première collection de About a Worker a été réalisée avec les ouvriers, donc les workers de l'atelier mode estime à Saint-Denis. Et donc, comme je le disais en introduction, le pari de About a Worker, c'est de faire que les workers deviennent designers. Donc Kim, qui est designer de formation, fait une initiation en fait au design et ensuite elle leur laisse la parole créative et c'est eux, d'ailleurs elle porte une des vestes créées à Saint-Denis par un des ouvriers designers de Saint-Denis. Miss Baou. Il s'appelle Miss Baou Issouf, donc voilà, vous pouvez le retrouver sur notre site et découvrir son histoire. Peut-être, Kim, si tu es d'accord, en introduction, on voudrait vous montrer le petit film qui dure 3 minutes sur justement la collection de Saint-Denis. Ça coupera un peu le flot de parole. Et il est sous-titré en français aussi. Hein, donc, voilà, c'est en anglais mais sous-titré en français. Alors, on a des petits problèmes de rétroprojecteur, excusez-nous. Une erreur s'est produite, très bien. Alors oui, et pourtant je m'étais connectée. Attends, je vais enlever ça 2 secondes. Excusez-nous. Hein. On n'est pas très technologique, mais c'est pas grave, c'est très bien. Attends, comment on... Voilà, l'innovation est de très bonnes choses, mais ça reste un outil. Et ce qu'il y a de fondamental dans le textile, c'est l'humain.
C'est-à-dire, n'oublions jamais que demain, on ne pourra pas trôner ici à Paris en direct sur un ordinateur, mais si on n'a pas l'humain qui va avoir la bonne idée, qui va avoir touché le produit, qui va avoir recherché, ce ne sera pas possible. Par contre, l'innovation aujourd'hui, qu'elle soit sociale ou technologique, va permettre de vraiment rebalayer le champ du possible. Ça veut dire que demain, si vous avez une petite entreprise, parce que le truc petit, gros, ça n'existe pas non plus, vous pourrez vous-même être complètement autonome sur la production, la fabrication et la distribution. Il n'y a pas de son maintenant. Ben, je ne comprends pas pourquoi. C'est très bizarre. Pourquoi ça... Ben ouais, mais là, pour le coup, ça marchait tout à l'heure. Donc... Et alors, le Slow Lab, ça va être aussi un laboratoire d'expérimentation. Ça veut dire qu'on ne peut pas tout faire tout bon du premier coup. Les créatifs vont se mettre ensemble dans ce qu'on va lancer ce week-end. Ils vont avoir réfléchi ensemble sur le type de points qu'ils peuvent mettre, comment est-ce qu'ils vont utiliser le pneu de vélo. Parce que aujourd'hui, créer, c'est justement expérimenter. Peut-être dans Moniteur, non ? Là, il y a du son. Vous voyez la technologie, bon, on va repasser. Ouais, non, sinon, j'explique le projet en fait. Voilà, on va faire ça. On va vous montrer les images, mais j'espère que on le remet. Vas-y, Kim. C'est bon. Ouais, mais en tout cas, c'est juste des visuels. Donc, c'est tout. Donc, bonjour, je m'appelle Kim Hu et je suis la cofondatrice de Butterworker. Donc, Butterworker, c'est une marque qui est complètement designée de A à Z par des ouvriers d'usine. Alors, la question, c'est pourquoi j'ai demandé à des ouvriers de devenir designers, finalement. Parce que pour moi, ce sont les artisans du 21e siècle. Ils ont la capacité d'apprendre vite, de produire vite pour des marques bon marché, mais aussi pour des marques de luxe. Et aujourd'hui, alors qu'ils sont 40 millions, d'ailleurs, je voudrais savoir, y a-t-il des ouvriers dans la salle aujourd'hui ? On est en train de repenser la mode et il n'y en a pas. Bon, tant pis, hein, c'est un peu dommage. Et en effet, on devrait les inclure plus dans la discussion. Et on devrait les inclure plus pour qu'ils puissent changer la mode avec nous. Donc, pour la première collection, j'ai collaboré avec Modestime, donc, qui est ce chantier d'insertion dont on parlait tout à l'heure. Et j'ai travaillé en particulier avec les 4 meilleurs talents de l'usine, Kira, Aïssatou, Fadila et Misbahou, qui ont tous des histoires atypiques qui les ont amenés à travailler dans la mode. Et en fait, pendant une période de 6 mois, on a créé une collection ensemble à travers une initiation à l'expression créative qui est basée sur la façon classique de créer une collection de mode, donc d'un tableau de tendance à un produit final, en passant par le dessin, la recherche de matériaux, etc. Mais en demandant à l'ouvrier de s'inspirer de sa propre réalité de travailleur et non pas d'une inspiration futile ou même esthétique, comme le font beaucoup de designers contemporains aujourd'hui. Donc le but de Butterworker, c'est grâce à la créativité, de donner une voix aux travailleurs, de leur permettre de s'exprimer, d'avoir peut-être des opportunités futures aussi dans la création et dans la production, mais surtout de créer un langage entre l'élite de la mode, qui contrôle un peu l'industrie finalement, les consommateurs et les workers, qu'on oublie trop souvent. Donc c'est effectivement une vraie innovation, About a Worker. Ça franchit encore une étape sur la deuxième collection, puisque là, la deuxième collection qui vient d'être terminée a été réalisée avec donc un atelier de couture au sein d'une prison, la prison de femmes de Venise. Donc là, on est encore dans un autre niveau, c'est-à-dire c'est en milieu carcéral, donner la parole à ces femmes, plus effectivement sur leur avenir, sur leur façon de se projeter après l'épisode de la prison. Cette collection est d'ailleurs exposée à la Biennale de Venise, actuellement. Au Palazzo Michel. Donc je vous invite tous à y aller. Et l'exposition est ouverte jusqu'au 20 novembre.
Et ce que j'allais dire, c'est que là, on retrouve aussi dans cette idée d'innovation sociale un parti pris fort et qui est repris aussi par d'autres membres du label comme les Résilientes. C'est la création, finalement, au service de l'autonomisation, de l'insertion, la créativité vraiment comme vecteur, comme levier d'insertion, de bien-être. Et ça, c'est vrai que c'est un des paris aussi de About a Worker. Et en fait, ce qu'on essaie de montrer aussi avec About a Worker, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est que la créativité, c'est pas que esthétique. Ça peut avoir un effet encore plus important. Avant, avant même aujourd'hui, finalement, on crée de la propagande politique à travers le graphisme. C'est un petit peu ce qu'on veut faire dans la mode aussi, sauf qu'on ne veut pas créer une propagande, on veut créer un débat et des nouvelles questions et repenser la mode ensemble. Pardon, là vous allez avoir les Simpsons ou je sais pas quoi. Voilà. Merci Kim. De rien. Je suis désolée, c'est un peu perturbé par les éléments techniques. Donc, on a vu effectivement l'upcycling, l'innovation sociale, les savoir-faire. On va en parler juste après. Et on peut d'ailleurs commencer à en parler avec Héloïse, donc cofondatrice de Slow We Are, mais on va aussi parler du consommateur, puisque effectivement, dans toutes ces voies alternatives qu'on vous présente, il y a un acteur qui est très important dont on n'a pas encore parlé, c'est le consommateur. Et finalement, sans le consommateur, sans le fait que les gens aillent vers une autre façon de consommer aussi la mode, toutes ces initiatives de nouvelles créations, de nouvelles productions, malheureusement, n'auront pas tellement d'avenir. Donc du coup, Héloïse, on peut peut-être commencer là-dessus et puis après, on pourra embrayer aussi sur les savoir-faire qui sont très valorisés sur Slow We Are pour introduire le film de Marion. Du coup, au niveau du consommateur, toi qui es très proche d'eux au travers de Slow We Are, qu'est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui de mettre en place pour que le consommateur puisse opérer cette transition et aller lui aussi vers ces autres modes de production, ces autres modes de création? Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi, je m'appelle Héloïse, je suis la cofondatrice d'une plateforme d'information qui s'appelle Slow We Are. Et voilà, j'ai écouté attentivement toutes les interventions là, qui sont toutes très riches en sens et qui font vraiment écho aussi à ce que moi j'ai pu connaître via mon parcours. Voilà, pour la petite histoire, moi j'ai commencé à créer Slow We Are parce que j'étais consommatrice. J'avais envie de trouver des vêtements qui soient en cohérence avec mes valeurs. Je viens d'un milieu qui est celui de la ferme. Mes parents sont agriculteurs bio. Et voilà, c'était important pour moi de pouvoir avoir une garde-robe qui soit en phase avec les valeurs que je pouvais porter intrinsèquement. Et donc à ce moment-là, quand j'ai commencé à m'orienter vers une mode plus éthique, j'ai commencé à faire des recherches, à me dire, ben voilà, mais où en fait je vais trouver ces vêtements éco-responsables, ces vêtements de créateurs dont on vient de parler tout à l'heure. J'avais une vague idée, donc j'ai commencé mon approche par le Made in France. Parce que c'est ce qui me semblait le plus simple pour moi, la production locale, c'est ce que j'entendais le plus parler. Je pouvais faire la comparaison avec le producteur de lait, le producteur de fruits et légumes, etc. Et je me suis dit, il y a une création aussi en France. Paris, c'est pas pour rien que c'est la capitale de la mode. Donc, il doit bien y avoir des créateurs qui fabriquent localement. Et là, je suis passée par différentes phases, c'est-à-dire que j'ai rencontré des marques qui fabriquent effectivement localement, mais j'ai aussi rencontré des marques qui se disent fabriquer localement, mais qui ne le font pas réellement. Et là, j'ai commencé à tomber un peu de haut et à me questionner sur en fait tout ce mythe qu'il peut y avoir derrière la création pour finalement retomber sur finalement des promesses marketing. Mais voilà, je suis quelqu'un qui cherche beaucoup, qui est patiente. Je ne pense pas que ce soit le cas de tous les consommateurs. Et donc, pour faire déjà moi mon propre cheminement, j'ai commencé à rencontrer des créateurs, à échanger avec eux. Alors dans la mode éco-responsable, la grande chance qu'on peut avoir, c'est qu'ils sont proches. Donc Monia, comme tu disais, tu fais ça aussi pour avoir la proximité avec tes
des créateurs, voilà, eh bien, moi j'ai trouvé cette écoute auprès de vous et je me suis dit, voilà, pourquoi il n'y a pas plus de consommateurs qui vous connaissent, pourquoi le week-end, il y a les centres commerciaux qui sont pleins de monde, mais que les rues où on peut trouver vos créations, finalement, elles sont plutôt vides. Et donc j'ai commencé à créer un espace qui était à l'époque un blog et puis des parcours shopping pour faire connaître ces boutiques-là. Et puis au fil du temps, en contact avec d'autres consommateurs, avec des professionnels de la mode, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros problème au niveau de l'information. Et donc pour moi, c'était le premier levier à agir pour que la mode éco-responsable ne soit plus un marché de niche, mais devienne vraiment une norme. À partir de là, donc on a commencé à créer une plateforme avec Thomas, le cofondateur, qui est une source d'information. En fait, on l'a pensé vraiment comme un espace de ressources, avec une partie magazine pour inspirer, pour montrer que la mode éco-responsable, c'est pas juste en fait de l'éco-responsabilité, mais qu'il y a du style derrière, il y a de la création, et qu'on peut vraiment s'habiller de la tête aux pieds de manière responsable. C'est-à-dire que l'éco-responsabilité, c'est la partie intrinsèque du produit, mais il y a aussi tout le style qui va avec. Et finalement, ces marques-là n'ont rien à envier, puisque finalement, elles sont même parfois plus esthétiques que certaines marques qu'on nous vend dans le commerce traditionnel. Mais voilà, les goûts et les couleurs, c'est quelque chose qui est propre à chacun, et c'est pour ça qu'on peut trouver, de mon point de vue, de tout en fonction de son budget, en fonction de son style, et en fonction du message qu'on veut porter, puisque le vêtement, il ne faut pas l'oublier, c'est d'abord un langage. Et puis, voilà, cette partie magazine, elle est là aussi pour accompagner tout le changement, parce que finalement, c'est une nouvelle philosophie de consommer autrement. C'est repenser sa façon de choisir un vêtement, c'est repenser sa garde-robe, c'est repenser pas mal de choses. Et donc, ça se fait au fil du temps. Ouais, je déborde, je crois, sur la deuxième partie. Donc, je recentre sur la partie solution. Donc, il y a cette partie magazine, il y a la partie guide des boutiques aussi. Et c'est là aussi qu'on agit énormément. C'est parce qu'une fois qu'on sait que, voilà, que la mode éco-responsable existe, ce qui est compliqué, c'est d'identifier qui sont les bons acteurs, qui sont les acteurs qui font justement bien les choses. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, il ne suffit pas d'avoir une étiquette Made in Europe. Exactement, qui placent dans leur ADN de marque l'éco-responsabilité, qui mettent l'éco-responsabilité finalement sur toute la chaîne de valeur. Exactement. Et donc nous, pour se garantir et se prémunir de tout risque de greenwashing aussi, pour ne pas faire la promotion de tout et n'importe quoi, notre objectif c'est vraiment de mettre en avant ceux qui font bien les choses, ceux qui font une mode positive, ceux qui font une mode qui est raisonnée, qui est intelligente, qui est écologique, qui va finalement changer les lignes de la mode et qui casse les codes aussi, qui montre que notre mode est possible. Voilà, on est là pour en parler. Et donc, pour ça, il y a tout un audit qui est fait pour que justement le consommateur, finalement, quand il vient sur la plateforme et qu'il visite ce guide des boutiques, il n'a plus qu'à se concentrer sur le style, sur les marques, sur finalement leur façon de faire, sur leur créativité, sur les savoir-faire. Et puis, il n'a plus besoin de se poser la question si c'est éco-responsable ou non. Il sait qu'on a fait ce travail en amont. Oui, d'ailleurs, pour effectivement conclure sur cette partie-là, il y a le label maintenant Slow We Are que vous avez, qui est une petite vignette et qui garantit, et qui est vraiment un gage de transparence et de lisibilité pour le consommateur, qui garantit que la marque en question est passée au screen de Slow We Are, qui est très exigeante. La charte où il y a quand même énormément, votre audit est très complet, et c'est vrai que ça c'est un vrai outil pour le consommateur. Donc déjà, l'information, comme tu le disais Héloïse, c'est très important. Un autre aspect, et ce sera effectivement, on va devoir après s'arrêter là parce que... Oui, j'avais juste, il faut de l'information à mon sens, mais il faut aussi des événements. Il faut créer des espaces d'échange comme ce soir, des marchés de créateurs. Il faut aller au contact en fait des consommateurs. Il ne faut pas attendre qu'ils viennent vers nous. Il faut vraiment rentrer dans leur mode finalement dans leur cercle sur leur cheminement en fait. C'est-à-dire que s'ils sont ici, par exemple, dans un lieu plutôt de restauration, c'est très bien. On est finalement ouvert à échanger avec eux. Tout à fait, c'est créer du lien, encore une fois. Oui, puisque j'interviens pour le modèle économique, tu vas pouvoir intervenir. Donc je rebondis sur ce que tu as dit, puisqu'on le partage complètement. Le modèle économique, ce qui veut simplement dire comment on peut en vivre, un modèle économique. Si vous êtes créateur, si vous êtes dans des entreprises, c'est juste comment je peux en vivre, comment je peux me payer les gens qui sont. Notre modèle économique chez une autre mode, à travers le prisme de la création, il est bien là. En effet, tu l'as dit. C'est rendre visible, parce que c'est ça le problème,
voilà, tous les designers qui nous accompagnent, comme toi, tu les rendrais visibles également sur Slow We Are. Et à partir du moment, le problème, c'est pas que notre offre ne correspond pas aux attentes du consommateur. Bien sûr, elle ne correspond peut-être pas à 100%, mais au moins à 30%, 40% des consommateurs aujourd'hui. À partir du moment où on ne fera pas que parler, où on démontrera, on incarnera, on créera ensemble, on ira dans des lieux qui ne sont pas simplement des lieux de boutique, on ne fera pas forcément que des conférences dans un sens, mais beaucoup plus interactives, et ben le lien va se créer. Et puis dans ce cas-là, c'est quand même l'objectif de l'entrepreneuriat, c'est que ces créateurs puissent en vivre décemment. Ils ne cherchent pas à être milliardaires, mais il faut qu'on trouve des solutions en mutualisant de telle manière qu'ils puissent être visibles et en vivre et continuer à grandir ensemble. Et c'est parfait comme transition, puisque c'est justement le dernier point qu'on voulait aborder sur le volet consommation. Après, on regardera la bande-annonce du film de Marion sur une initiative effectivement hyper positive. Ce sujet, c'est le prix. Et comme le disait Ariel, les créateurs indépendants, il y a un modèle qui est complètement différent par rapport à toutes les grandes marques que vous connaissez, même les marques de luxe, hein, on va en parler rapidement avec Kim, où là, c'est vraiment le marketing, le branding qui finalement pollue tout, entre guillemets, au détriment de la créativité. Nous, c'est vraiment l'inverse qu'on veut promouvoir. Et c'est vrai qu'un des freins pour le consommateur aujourd'hui, c'est plus tellement, je pense qu'effectivement, il y a eu, comme le disait Héloïse, un travail qui a été fait sur le fait que la mode éthique, ça peut être une mode vraiment très créative, design, etc. Ça, le travail a été fait. Il y a encore des difficultés sur faire comprendre aux gens que tout ça, ça a un coût. Et même au-delà de la production locale, au-delà des matières utilisées, la créativité et toutes les innovations dont on a parlé en termes de création, ça aussi, ça a de la valeur, puisque effectivement, voilà, ça c'est très important de le comprendre et c'est vraiment un message qu'on a envie de faire passer, qu'une veste de créateur comme celle que porte Kim ou comme les modèles que va transformer Monia, il y a un vrai travail de création derrière et ça a vraiment de la valeur. Et donc on ne peut pas être sur le même niveau de prix que des marques effectivement de la fast fashion, et même que d'autres marques où le travail de création est bien moindre. Et donc cette question du prix, voilà, c'est quelque chose qu'il est important d'aborder. Du coup, Héloïse, comment vous l'abordez, vous, avec Slow We Are, au niveau des liens que vous avez avec les consommateurs, puisque je sais que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les échanges que vous avez. Elle revient à chaque échange. C'est vrai que c'est vraiment une question de fond. Nous, la manière dont on l'aborde, en fait, c'est d'expliquer vraiment comment est fabriqué le vêtement. C'est-à-dire qu'on va expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière le vêtement, qui le fabrique. C'est l'information encore. Voilà, pédagogie, c'est la pédagogie, répéter. Il ne faut pas avoir peur de répéter comment ça a été fait, par qui, les étapes aussi, parce qu'au final, ce qui se passe, c'est que souvent, on ne sait pas du tout combien d'étapes il est nécessaire pour faire un t-shirt, pour faire un pantalon. On n'imagine pas tout le travail qu'il y a derrière. Et donc, c'est vrai qu'on aime bien s'appuyer aussi de tout ce que fait le créateur comme le travail en amont sur des vidéos. Nous, on essaye de faire la promotion aussi de ces via des photos, via des vidéos, via les articles aussi. Donc c'est pour ça qu'on fait des articles de fond pour justement à chaque fois expliquer le vrai prix des choses. C'est-à-dire qu'un t-shirt à 3 €, voilà, il faut oublier ce schéma-là. C'est pas un schéma qui est constructif et on peut pas continuer comme ça. Il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, on achetait des vêtements qui avaient un prix beaucoup plus équitable. Pourquoi on n'arriverait pas à le faire aujourd'hui ? Donc, on est arrivé dans un schéma, en fait, on a perdu vraiment le vrai sens. Et qui est, effectivement, je me permets de te couper là-dessus, au-delà de la fast fashion, donc le t-shirt à 5 balles qu'on connaît tous chez H&M, les marques de luxe, je m'adresse aussi à Kim qui a beaucoup étudié l'univers du luxe, cautionnent complètement ce système-là. Quand on voit qu'il y a des très grandes marques, des très grandes maisons de luxe, qui vont vendre des t-shirts tout simples à 300, 350 €, personne ne s'offusque. Et après, on vient nous dire aux créateurs indépendants qu'une veste à 200 €, c'est trop cher. Enfin, il y a un moment donné, l'industrie du luxe, au-delà de la fast fashion, cautionne aussi ce système où le branding, où le marketing écrase complètement la créativité. Et c'est la marque, effectivement, qui se paye, c'est l'image qui se paye. C'est plus du tout le travail qu'il y a derrière, et c'est souvent d'ailleurs fabriqué dans des conditions
aussi déplorable que la fabrication pour les enseignes de fast fashion. Ouais. Avant de parler exactement de comment ça se passe dans le monde du luxe, enfin déjà, pour vous dire, Roberto Worker, c'est une marque qu'on considère comme haut de gamme. On veut devenir mainstream, en effet. Donc mainstream, ça veut dire accessible à tous. Aujourd'hui, le luxe est mainstream. Il est accessible à tous. Dès que vous marchez dans la rue, vous avez une publicité. Dès que vous ouvrez votre ordinateur, vous avez des vidéos qui parlent de Louis Vuitton, de Gucci, comme des documentaires, alors que c'est que des petites vidéos futiles, finalement. Et en fait, aujourd'hui, le luxe, c'est ça. C'est 80%, 80% d'une marque de luxe va se concentrer sur la communication visuelle et seulement 20% sur la création. Aujourd'hui, ça ne choque personne quand un pull Balenciaga vaut 600 €. Quand je dis pull, pardon, je veux dire plutôt un sweater basique, un peu de supermarché finalement, un peu H&M, vaut 600 €. Et en fait, va être attractif au jeune public qui voudra porter la marque. Le branding devient donc plus important. L'idée de porter une marque, de porter une histoire de la marque devient plus important finalement que le produit en lui-même. Donc nous, chez Roberto Worker, on valorise aussi notre image. On est une marque 100% transparente. Par contre, on a aussi des produits, je dirais, de luxe, haut de gamme, enfin plutôt haut de gamme parce que luxe, ça vient aussi normalement avec toute voilà, cette échelle de temps qui s'est ancrée dans le passé aussi. Et en fait, enfin, on se rend compte que les gens ne sont pas prêts à acheter Roberto Worker parce qu'on est trop jeune, parce que ça coûte trop cher comme vêtement, mais ils seront prêts à acheter un sweatshirt à 600 € qui est fait en Chine ou pas forcément dans les mêmes conditions finalement qu'un sweatshirt H&M. Et c'est en ce sens voilà, qu'au niveau de la production comme au niveau de la consommation, il faut vraiment réinventer les modes d'appréhension des choses et que c'est vraiment quelque chose qui passera par tout le monde finalement, toute la chaîne de valeur, pas seulement sur un point. Et je vais répondre à Kim. Kim, tes vêtements, on va les rendre plus visibles. Et c'est parce qu'ils seront plus visibles. Tu en as 100, 200, 300. Ton souci n'est pas de... bien sûr, tout ce que tu as dit est exact. C'est rendre visible. Si tout le monde savait, si 5% de la population savait où tous ces créateurs seraient, ils trouveraient leur public. Il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, aussi, quelque chose d'autre que je voulais rajouter, c'est pourquoi on a voulu aussi être une marque haut de gamme. Bon, bien sûr, c'est pour valoriser les talents de l'ouvrier d'usine, qui a un talent d'artisan, comme je disais tout à l'heure, mais c'est aussi pour faire rêver les gens, pour montrer que notre système, il peut marcher aussi, comme font les marques de luxe finalement. Pourquoi le luxe est si consommable aujourd'hui ? Pourquoi il s'adresse à une telle population ? C'est parce qu'il est attractif. Et en effet, même moi, j'étais très attirée quand j'étais un petit peu plus jeune par ce monde-là. Et je suis encore un petit peu jeune. Du coup, on va ouvrir la discussion après. On ne voudrait pas trop empiéter sur la discussion avec vous. Je vais passer la parole à Marion. Alors, on a ce petit problème de son que j'espère on va régler. Donc Marion qui va vous présenter les projets de documentaire Green Door Stories dont vous allez voir la bande-annonce donc, du premier volet. Alors, bonjour à tous. Alors, Green Door Stories, c'est des coulisses c'est des documentaires, sur les coulisses d'une mode plus juste. Donc en fait, on est 4. Donc il y a 3 caméramans avec moi. Et donc les 3 sont issus du milieu du cinéma. Moi, je suis styliste à la base. Et on a eu envie d'aller voir des artisans, des créateurs, des agriculteurs et d'aller les rencontrer dans leur milieu où ils travaillent pour justement vous montrer leurs alternatives, leur savoir-faire. Notre but, il y a eu The True Cost, il y a eu River Blue qui vous montrait les néfastes de l'industrie de la mode. Nous, notre envie, c'est de vous montrer ça de manière plus positive et de montrer les gens qui œuvrent à une mode éthique et responsable. Donc, on parlait de transparence, d'information, de visibilité. Donc, nous, notre but, c'est de vous ouvrir à tout ça, de venir vous montrer justement ces personnes qui sont derrière, de les revaloriser parce qu'on ne les voit jamais. Qui est-ce qui fait votre jean, votre t-shirt, comment a été teint aussi votre t-shirt, qu'est-ce que la teinture végétale, qu'est-ce qu'un tannage végétal aussi. Et donc notre but, c'est d'aller voir ces personnes, de les interviewer, de vous montrer leur environnement, de les revaloriser et surtout de revaloriser le produit.
Parce qu'aujourd'hui, on achète en masse, mais on n'a plus du tout de la valeur de ce produit-là. Et du coup, en connaissant aussi, on parlait de comment sont faites les choses, quelles sont les étapes d'un produit et donc de fabrication. Donc nous, notre envie, c'est de venir vous le montrer pour vous rendre compte de l'importance de votre petit t-shirt. Et donc aujourd'hui, on vient vous montrer L'Or Bleu, qui est notre premier documentaire, qui a été fait dans une teinturerie végétale à côté de Toulouse, à Lectoure. Donc il faut savoir que la région à côté de Toulouse était appelée la région de Cocagne. Donc on teignait avec une petite plante verte qui fait du bleu. Et donc pendant une très longue période, ça a été naturel. Ensuite, la chimie s'y est mêlée. Et aujourd'hui, des personnes comme Cécile, Jean-Marie et Séverine recommencent à teindre de manière végétale. Et donc on est allé les voir. Donc vous allez voir la bande-annonce, ça sortira ensuite à la rentrée. Et donc on en a un deuxième en cours aussi qui est en montage cet été, qui lui a été réalisé en Suède, dans une tannerie végétale. Toujours avec une peau animale, mais notre but était de montrer qu'on peut aussi tanner de manière végétale. Là-bas, ils utilisent de l'écorce d'épicéa, contrairement à l'industrie du cuir qui est quand même catastrophique et pollue énormément. Voilà, nous on a trouvé une alternative. Donc ça va être ça, surtout nos documentaires, une mise en valeur des savoir-faire. Et donc ils seront visibles sur une plateforme. Notre but, c'est d'ouvrir à de l'information. Donc il y a Slow We Are qui vous donne des super petites adresses. Et nous, on va aller les interviewer et vous les montrer et, par des cours, des longs documentaires. Mais vous aurez accès aussi à ces informations en vidéo. Voilà. Et je vais vous laisser visionner. La bonne nouvelle, c'est qu'on a du son. Ou pas. Normalement. Je ferai les dialogues. Voilà, donc L'Or Bleu, la bande-annonce, et puis après, place à l'échange avec vous. Voilà, bon visionnage. Tout seul, je ne me voyais pas partir. Mais avec Cécile et Séverine, là, ça me paraissait beaucoup plus faisable. Dès le départ, c'était comme si on se connaissait depuis des années, quoi. Nous, c'est une couleur qu'on trouve vraiment extraordinaire. On aime le bleu, on vit dans le bleu. Le bleu est une couleur avec laquelle on ne se lasse pas. C'est une couleur qui change tout le temps, selon le temps, selon la matière. On peut avoir des bleus vraiment toujours différents. La plupart des personnes qui teignent au pastel utilisent des produits chimiques qui sont très nocifs, d'une part pour la santé et également pour l'environnement. Faire intervenir des produits chimiques dans la teinture, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelque chose auquel tout le monde doit réfléchir. Tous les trois, on a eu la même ambition de monter un projet avec des idées communes, surtout au niveau de la teinture écologique. C'est comme un cuisinier, tu peux pas, même si tu donnes une recette à quelqu'un, c'est compliqué pour quelqu'un de reproduire la recette d'un cuistot, un chef. Mais là, c'est un peu pareil. C'est des choses, quelquefois, qui ne peuvent pas s'expliquer. C'est le ressenti du teinturier. C'est de la chimie naturelle, mais c'est quelque chose qui est fascinant parce qu'on ne se doute pas qu'avec les éléments qu'il y a entre l'eau, l'air voilà, et du temps, la feuille lâche le pigment qui ne se voit pas et qui, au fur et à mesure, passe au bleu, vire au bleu. Hein, du vert jaune, il passe au bleu et ça, c'est super. Par rapport à cette plante, il y a une très belle histoire à raconter.
Voilà, c'est pas mal, je trouve des belles images pour conclure un talk. Du coup, on va vous laisser la parole maintenant, effectivement sur le film, mais aussi sur tout ce qu'on a dit avant. Voilà, place à vos questions, vos observations. Mais déjà, merci, vu que je suis la première à poser la question, pour votre intervention. J'ai juste été choquée par l'une des dernières phrases. Le mainstream, c'est le luxe. Du coup, est-ce que, je sais pas, je m'habille à Guérissol, etc. Du coup, est-ce qu'on ne peut pas avoir un truc cool, fashion et innovant socialement, environnementalement? J'achète un truc à Guérissol à 5 €, je vais chez mon retoucheur, je le paye 10 € et j'ai un truc à 15 €. Est-ce que je suis obligée de mettre 200 € en fait? Je ne sais pas si c'est très clair ma question. Merci d'avoir posé cette question parce que j'avais complètement oublié de parler de cette partie. En gros, je sais pas, là je parle plutôt pour Bateau Worker aussi. Donc j'ai dit qu'on était une marque de luxe. Et en fait, c'est vrai qu'on se rend compte de plus en plus que le luxe, est-ce que c'est... finalement, ça va toucher autant de personnes, ça va attirer beaucoup de gens, mais finalement, le luxe va être dérivé par Zara, va être dérivé par H&M, etc. Donc oui, en effet, c'est important de créer aussi une marge plus bas de gamme qui puisse être accessible à tous. Et en effet, Guérissol, c'est déjà une très bonne ressource. Et c'est important que, et nous on se rend compte aussi dans mon équipe, c'est important de développer aussi des collections beaucoup plus accessibles, non pas que pour porter un beau vêtement, mais aussi pour porter un message, finalement, un message qui va pouvoir influencer les autres à porter du mieux, porter quelque chose de plus éthique et environnemental. Ça repose la question du prix. C'est quoi le prix, quoi? C'est quoi le prix? C'est quoi le sens? C'était l'introduction que j'essayais de faire, quoi. Reposons-nous les questions. Pourquoi je porte un vêtement? On a la chance extraordinaire dans ce monde en complète mutation où on se pose tous les uns les autres des questions. Soit on se renfrogne, soit on est en train de basculer, quoi. Mais c'est à peu près la même chose. On se pose des questions. C'est quoi la valeur d'un produit? Est-ce que la valeur d'un produit, c'est ce qu'on essaye de dire chez Notre Mode, c'est aussi la valeur du travail qu'il y a derrière, mais c'est également la valeur de la fierté de vouloir porter des valeurs. Ça, c'est le premier point pour répondre à votre question par rapport au luxe. Le deuxième point, le luxe, c'est quelque chose qui, à la base, il y a dans la définition occidentale, se veut quand même rare, comme tu l'expliquais, alors qu'on le vulgarise parce qu'on veut vendre la pub. Aujourd'hui, on sait très bien que les groupes de luxe ne vivent pas à travers les vêtements qu'ils portent. Je ne vais pas la refaire. Moi, je reste persuadée qu'on peut faire un produit, et l'ensemble des designers qui sont dans le label et des gens qui le font chez eux ou des jeunes créateurs, etc., de qualité aux confins du luxe, c'est-à-dire unique, bien fabriqué, etc., dès lors qu'on se repose la question sur ce que je disais, c'est peut-être compliqué, mais tout à l'heure, l'éco-frugalité. Comment je vais diminuer tout ce qui est superficiel, les intermédiaires, la communication que moi je vais faire, ce qu'on fait nous, par exemple, sur Label, trouver des lieux partenaires comme Merci, la recyclerie aujourd'hui, ce qui ferait que je ne vais pas faire un fonds de commerce, travailler avec de l'interactivité au niveau des consommateurs, avec Slow.we.are. Je diminue tout ce qui, aujourd'hui, me fout en l'air mon truc. Par contre, je ne touche jamais à rien, qui est la qualité de la matière, la qualité de la transparence et la qualité du bien-aller et de la fabrication. Bien sûr, de la créativité. Alors, j'ai une petite question, en fait, pour vous tous, parce qu'on a parlé je crois que tu as parlé de brainwashing tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'H&M, de Zara, du développement de toutes ces grandes marques finalement qu'on porte et qui sont accessibles à tous, qui sont très sociales finalement. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'elles sont amenées à évoluer? Nous ou... Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à la remarque de Kim sur le greenwashing des marques de fast fashion? Allez.
Oui, parce qu'en plus, j'ai oublié de dire Sur quelque le- chose, parce que tu parlais de greenwashing tout à l'heure. Mais est-ce que le greenwashing, finalement, c'est pas bien non plus? Parce que, enfin, ça pourrait être quelque chose qu'on puisse valoriser aussi chez les grandes marques. Parce que, en effet, ça communique globalement, finalement, un problème aussi. Même si c'est juste voilà, 1% de leur entreprise, est-ce qu'il n'y a pas justement quelque chose à retenir? Est-ce que c'est pas, finalement, un moyen de se développer autrement pour les marques qui sont plus influentes que nous en tant que petits designers? Non, 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 moi je ne suis pas d'accord avec ça. Alors pour H&M qui vient d'ouvrir un énorme flagship à Paris, leur dernière idée super intéressante, c'est d'installer un atelier de réparation de vêtements. Bon, moi je suis Catherine Doriac, je suis journaliste, activiste mode éthique, cofondatrice de la Fabrique Idéale. On fait beaucoup de repair café, mais alors quand on voit des vêtements H&M arriver, pour les réparer, c'est pas possible. Donc eux, ils ont repris cette idée, tout à leur honneur, de proposer aux gens de venir réparer leurs vêtements. C'est quand même, franchement, bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Il y a d'autres choses à dire, mais franchement, la fast fashion, non, non, non. Enfin, parce que finalement, ces grandes marques, c'est elles qui ont de l'argent, c'est elles qui globalisent, c'est elles qui ont... Exactement, mais justement, est-ce qu'il n'y aurait pas, au lieu de se mettre contre ces grandes marques, est-ce qu'on ne pourrait pas s'allier d'un moyen ou d'une autre? Bah alors pourquoi elles sont contre nous? En fait, moi, ce que je pense, c'est la clé, c'est aussi le consommateur. En fait, c'est si elles font ça aujourd'hui, c'est parce qu'elles se rendent compte que les choses bougent. C'est pas pour rien. Enfin, et donc, du coup, elles s'adaptent, en fait. Elles se rendent compte que le vent tourne aussi pour elles et que, finalement, les ressources deviennent plus rares. Donc, il va falloir qu'elles commencent à changer leur business model et à repenser la mode. Aujourd'hui, elles n'ont peut-être pas toutes les cartes pour tout repenser, donc elles essayent avec ce que nous, enfin, en gros, en regardant un petit peu ce qui se passe du côté de la mode éco-responsable, elles copient. Mais il ne faut pas qu'on soit dupe là-dessus. C'est pour ça qu'aussi, on est là pour expliquer aux consommateurs qu'est-ce que c'est que le greenwashing, qu'est-ce que c'est que le friendwashing. Parce que voilà, sinon on retombe sur vraiment les mêmes perversitudes, si je puis dire, du système traditionnel. Elle copie les bonnes idées de notre écosystème à nous, et surtout sans changer absolument rien à leur business model d'extraction à outrance. Je ne pense pas que ça puisse durer très très longtemps encore, hein. Donc on va voir ce qui va se passer. À mon avis, ça va basculer tout seul. Kat, on arrête de s'occuper des autres. On s'occupe de nous. On s'occupe de comment on se sent, nous. Pourquoi on crée, où on a envie. Tant qu'on ne changera pas le prisme d'opposition du monde de confrontation dans lequel on est, ensuite, ils suivront. On doit incarner tous les jours dans ce que vous faites, avec vos potes, avec n'importe quoi. Soyez vous-même. À partir du moment où vous êtes vous-même, vous rencontrez vos familles, les gens, comme dans la vie, les amis, les amoureux, etc. On se met ensemble, on fait des belles choses et des choses qui deviennent désirables parce qu'on est agile. Et ça, personne ne pourra jamais nous l'enlever. Et c'est comme ça qu'on va inspirer. Et c'est ce qu'on appelle le phénomène bottom-up. Ça vient du bas qui inspire le reste. Arrêtons de nous en occuper. Ils font leur taf. Ce que moi je voulais dire, rajouter juste, c'est que la grande force de la mode éthique aujourd'hui, c'est de la proximité, c'est une histoire, c'est des créations, et ça, personne ne pourra vous l'enlever. Le consommateur, il cherche ça avant tout. Aujourd'hui, on est vraiment dans une phase où on a envie de trouver du vrai. Et donc, voilà. Mais là où je rejoins quand même Kim, et je vous laisse la parole juste après, là où je rejoins quand même Kim, et j'essaie de faire de la synthèse entre ce qu'a dit Catherine et ce que dit Kim, c'est que nous, par exemple, au sein du label Une autre mode est possible, on est au contraire ouvert à des potentiels échanges, collaborations avec n'importe quelle grande marque, mais à condition, effectivement, comme le disait Catherine, qu'il y ait un réel engagement aussi sur le fond. Et un changement de paradigme, une volonté de changer de paradigme. Et c'est là où ça bloque. C'est que, comme le disait Catherine, le problème, c'est que beaucoup de marques aujourd'hui sont en surface et... Non, mais je voulais simplement dire qu'effectivement, nous, on n'est pas dans une démarche
exclusive en disant on exclut finalement toutes ces marques. Non, au contraire, qu'elles viennent nous voir, qu'on discute, qu'on essaie d'avancer ensemble. Mais bon, après, il y a peut-être rien à en tirer, j'en sais rien. Mais je donne la parole du coup à... Juste après. Oui, bonjour. Moi, je voulais juste revenir sur ce que tu demandais. Je pense que le greenwashing, quelque part, a du bon. Parce qu'il permet d'éveiller des consciences chez des consommateurs qui, eux, ne sont absolument pas au courant de ce qu'est la mode éthique. Aujourd'hui, ceux qui consomment Zara, ceux qui consomment H&M, ceux qui consomment Mango, ne savent absolument pas ce que c'est de consommer responsable, de se tourner vers des marques qui sont plus chères, qui sont plus chères, clairement, parce que 5 € un t-shirt et 30 € chez une autre, c'est pas possible. Mais en même temps, quand on développe une collection comme Join Life qui propose finalement des robes à 40 € et qui sont faits en matière naturelle ou en matière recyclée, peut-être que le consommateur, à ce moment-là, qui ne sait absolument pas que des marques éthiques existent dans le monde, qu'il n'est même pas au courant qu'il y a un mouvement qui existe, alors à ce moment-là, va éveiller sa conscience. Je pense que le greenwashing a du bon parce qu'il peut avoir un impact plus global. Oui, c'est un vaste sujet. Je pense qu'on pourrait débattre toute la nuit là-dessus. Voilà. Ce qui est en fait le problème, c'est que sur le fond, je suis d'accord, effectivement, qu'il y ait une sensibilisation par ces marques-là à l'écologie, à la mode responsable. Le problème, c'est que c'est très pervers parce que par derrière, elles entretiennent un système des t-shirts à 5 ou 10 €. Bien sûr, mais le problème, c'est ce que disait Catherine dans un sens, c'est que dessous, on entretient exactement le même système. Et que si à un moment donné, il n'y a pas un vrai changement de paradigme, ça ne marchera pas, en fait. Oui, mais c'est des entreprises qui sont énormes et qui sont très dures à changer aussi facilement. Déjà, en l'espace de quelques années, elles ont pu faire des petits efforts. Et en fait, c'est des entreprises qui vont pouvoir, finalement... Voilà, mais... There's no Planet B de H&M, là, pour le coup, c'est un gros foutage de gueule, quoi. Je le dis... Ah, et je suis complètement d'accord. Mais... non, mais je suis complètement d'accord. Mais... Faut regarder aussi du côté des marques de milieu de gamme, en fait. Parce que là, on parle beaucoup de fast fashion, d'H&M et compagnie. Mais en fait, il y a aussi toutes ces marques qui font, comme tu disais tout à l'heure, 40% de marketing, finalement, et c'est la même qualité que de la marque de fast fashion. C'est surtout là où il y a tromperie sur l'étiquette, au niveau du vrai prix des choses. Oui, et d'ailleurs, comme on disait tout à l'heure, les marques haut de gamme sont finalement produites dans les mêmes usines que les marques fast fashion. Donc, où est-ce qu'on met l'accent sur le prix, enfin? Voilà. Oui, alors en fait, je souhaitais justement rebondir sur ce que vous étiez en train de dire. Je souhaitais en fait rajouter que justement, quel que soit le mode de production de la mode, c'est nous en tant que consommateurs, c'est notre manière de consommer qui va justement changer les choses. Et c'est très important ce que vous faites là, c'est-à-dire de nous informer, de nous montrer justement que d'autres modes de production existent, parce que justement les marques type H&M, Zara, ce ne sont pas des erreurs en fait, c'est pas des entreprises qui sont apparues comme ça. Et je pense que justement ça découle de notre mode de production, de développement actuel. Donc c'est un problème sociétal qui est bien plus énorme que ça. Et justement, le fait de nous informer sur tous ces aspects-là, ça nous permet de revoir notre mode de consommation, en fait. Donc, je vous remercie en tout cas de nous informer sur ça. Mais voilà, le greenwashing, justement, ça permet justement de mettre le point sur ces enjeux-là. Et les marques qui réagissent, qu'elles soient grosses ou qu'elles soient petites, ça va dans un changement qui est bien plus grand. Et voilà, il faut continuer en tout cas dans ce sens.
Bonjour. En fait, j'ai une question sur le fait que le produit doit être made in France. Bonjour, c'est bon? Donc, ma question, c'est sur le fait que le produit doit être made in France. Et c'est qu'en fait, j'ai vu des marques petites qui sont fabriquées en fait ici en France. Et puis, en fait, je pense que c'est eux qui coupent eux-mêmes. Et que moi, je travaille dans la mode, j'ai fait mes études dans la mode aussi. Donc, je trouve que la finition et tout ça, normalement, made in France, c'est connu dans le monde entier d'être nickel, comment dire, artisanat, tout ce qui est bon. Et que maintenant, la nouvelle marque qui arrive, et puis ils vendent des choses faites soi-même, c'est très bien. Et puis, comme le produit s'est vendu comme 200 € et tout ce prix-là, et puis la finition, c'est pas comme il faut, je trouve que... Et puis, est-ce que ça sert d'être made in France encore, un produit comme ça? Et donc, ça, c'est une question. D'autres, c'était quoi? Et sur la marque Made by Workers, j'ai vu sur votre site que vous avez des modèles qui vont les tailles 38 jusqu'à 44. Et comment vous faites s'il y a quelqu'un qui commande, qui dit, voilà, comme moi, j'ai dit, OK, c'est 44, je veux ce modèle-là, ça coûte 250, c'est super. Mais j'ai quelques personnes qui veulent aussi. Donc, comment ça marche, cette démarche dans la production? Parce que c'est vrai, c'est fabriqué par une personne. Et qu'en fait, si on a des consommateurs avec, comment dire, plusieurs consommateurs, comment on fait ça? Parce qu'il faut avoir un stock derrière aussi. Et pour que la marque comme ça marche, des petites marques, comment on commence? On n'a pas vraiment de l'argent pour commencer. Et puis, fabriquer en France, et encore une chose, c'est que pour avoir une fabricante en France, c'est très très cher. Un prototype, ça coûte 500 € pour une designer. Donc, faire soi-même, c'est pas sûr parce que des stylismes, on fait plus dans le design et tout ça, on peut pas faire nous-mêmes. Puis même, on fait en noir, ça coûte autant, 500 €. Comment on fait? Et puis trouver, comment dire, une usine et tout ça. Déjà, il faut avoir une quantité assez, comment dire, avoir une quantité plus gros. Autrement, il ne prend pas. Donc, il y a tous ces problèmes, tout ça. Donc, j'ai envie de savoir si on peut discuter dessus pour avoir des idées dessus. Merci. Vaste question, je vais tenter d'y répondre pour ma part. Donc, le Made in France, c'est comme tout. Enfin, on peut très bien faire ici, comme on peut très bien faire en Chine ou au Bangladesh. C'est-à-dire que moi, j'en suis un petit peu revenue de mon aventure du Made in France, personnellement, puisque je me suis rendu compte, comme vous le disiez, qu'il y a des vêtements qui ne sont pas forcément de très bonne qualité fabriqués ici. Et à contrario, il peut y avoir des vêtements fabriqués de très bonne qualité en Asie. Tout dépend de l'atelier, du savoir-faire, de qui le fait, des matières et de tout ce qu'on y met aussi en termes d'engagement. C'est-à-dire que, voilà, est-ce qu'on lance sa marque pour faire une marque lambda ou est-ce qu'on a envie de faire une marque qui dure dans le temps, qui soit vraiment une marque qu'on puisse porter encore dans 10 ans, dans 20 ans. Et donc, pour en revenir au prix, forcément, c'est vrai qu'un patronage en France sera certainement plus cher qu'un patronage à l'étranger, puisqu'aujourd'hui, il y a des salaires en France qui sont plus élevés que dans certaines régions. Donc forcément, tout ça, c'est réparti sur la chaîne du prix du vêtement. Il y avait une autre question, je crois, associée au Made in France. Oui, sur la valeur ajoutée du Made in France, aujourd'hui, ça va dépendre. Est-ce que vous voulez lancer une marque de Made in France pour que ça soit Made in France, ou si derrière, c'est vraiment quelque chose qui vous semble hyper important pour votre marque? Est-ce que c'est vous, personnellement, qui voulez défendre cette valeur-là, ou alors c'est juste un plus par rapport à votre marque parce que ça va vous permettre de peut-être toucher un client qui sera sensible au fabriqué local? Après, ce qui est important au niveau du Made in France, c'est que c'est fabriqué localement. Donc, il y aura moins de transport, il y aura un maintien aussi des emplois ici. Donc, ça veut dire que, certes, c'est peut-être plus cher, mais peut-être que votre sœur, votre cousine, va bénéficier aussi de manière indirecte de votre prix. En fait, je te rejoins complètement sur cette question.
Le Made in France, bien sûr, c'est de très bonne qualité. Enfin, c'est finalement un label, une sorte de marque ajoutée finalement à une marque. C'est super, mais comme tu disais, on produit très bien en Asie, on peut très bien produire en Afrique aujourd'hui. Et il faut qu'on se rende compte de ça. Mais ce qui est important, c'est aussi de voir quelles sont les conditions dans lesquelles ces objets ou ces vêtements ont été créés. À quel prix ils ont été faits aussi, pour quel prix ils ont été faits, parce qu'en effet, un atelier en France est quand même à un prix beaucoup plus élevé qu'un atelier au Bangladesh où on produit parfois 10 fois plus finalement. Et puis après, enfin, donc nous, Battle Worker, on n'est pas une marque, on se considère pas comme une marque 100% française. On voyage de saison en saison. Donc là, on était à Venise. On prépare un voyage au Pérou très bientôt. Et le but, bien sûr, ça serait d'aller au Bangladesh, en Chine, dans des vraies usines où il y a des sérieux problèmes sociaux et environnementaux dans la mode. Donc vraiment être avec ces grosses usines, enfin pas avec ces grosses usines, mais collaborer avec ces workers qui n'ont vraiment pas de voix et qui sont finalement qui sont victimes de ce monde de la mode, quoi. Et puis après, par rapport aux patrons, aussi, on n'a pas forcément besoin de développer autant de patrons que ça non plus. Et puis, c'est vrai que ça coûte très cher de développer les patrons, mais aussi des gradations. Donc oui, en effet, on va du 36 au 44, mais on a développé que finalement deux tenues par worker, ce qui n'est pas grand-chose comparé à des collections qui ont parfois plus de 60 pièces, voire plus quand il y a encore plus de pièces commerciales. Puis une des solutions, après, donc, on devra prendre la dernière question parce que je suis désolée, il va falloir qu'on s'arrête, mais on pourra continuer la discussion après. Si vous voulez venir nous voir, on reste un petit peu ici. Ce que je voulais dire, c'est que nous, une des solutions qu'on essaie de faire émerger avec une autre mode est possible, c'est la mutualisation. On en parlait. C'est la mutualisation. Et ça, c'est très important parce que nous, aujourd'hui, on a une vingtaine de créateurs qui sont membres du label. Et justement, on met en place des solutions de mutualisation pour aller au-delà de ce problème des quantités. Et bien évidemment, s'il y a 20 jeunes créateurs qui se mettent ensemble et qui vont voir un atelier, c'est pas la même qu'un jeune créateur isolé. Même avec effectivement des éditions, des pièces en édition limitée, des petites collections, etc. La mutualisation, pour nous, c'est vraiment... Aujourd'hui, moi je suis aussi membre fondateur d'une grosse association dans le Nord qui s'appelle Nord-Créa, qui a ouvert un tiers-lieu à Roubaix, ville de textile auquel je suis très attachée. Eh bien, là, on vient d'équiper d'un parc de machines. On va donner la possibilité aux résidents, à des gens qui sont extérieurs, puisqu'on mutualise. Je vous donne un exemple concret, parce que le général, j'aime bien, mais moi j'aime bien les choses concrètes. Donc, voilà, vous êtes membre de Nord-Créa, etc. Vous pourrez utiliser les machines à moindre coût, voire gratuitement. Ensuite, au sein de la mutualisation, vous avez parmi les créateurs, il y en a qui sont très bons en modélisme, il y en a qui sont très bons en print, faire de l'impression. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est modéliste, il va vous donner un coup de main, et en échange, vous allez peut-être être bonne dans autre chose, et ça repose aussi l'idée, est-ce que vous voulez changer aussi un petit peu le prisme et réfléchir différemment par des bonnes anciennes méthodes qui sont l'échange. Est-ce que c'est que l'argent? C'est quoi la valeur? La mutualisation, c'est l'ensemble de ces choses. Et en plus, je terminerai, l'innovation technologique, j'en parlais tout à l'heure, permet de faire des choses extraordinaires en France et ailleurs. C'est-à-dire qu'on va pouvoir bientôt print en 3D, on va pouvoir... Voilà. Mais il faut toujours mélanger l'agilité, l'innovation, je termine, et l'humain. Bonsoir. Dernière question, voilà. Et après, on en rediscute dehors, si vous voulez. Enfin, voilà. Bonsoir. Du coup, moi, j'ai une question parce que suite à ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous avez demandé est-ce qu'il y avait des ouvriers ce soir, clairement, personne n'a levé la main. Et du coup, je trouve ça très bien comme démarche et je l'approuve à 100%. Maintenant, qu'est-ce qu'on propose justement pour ces gens-là, pour ces ouvriers? Parce qu'on se rend compte quand même que cette mode, elle a l'air d'être quand même globalement créée pour un public un peu bobo, si je peux me permettre l'expression. Et du coup, c'est comment rendre cette mode accessible justement aux ouvriers, à monsieur, madame, tout le monde, qui n'ont pas forcément les moyens de mettre, je sais pas, 200 € dans une veste. Merci. Merci. Alors, je donnerai la parole à d'autres si vous voulez compléter, mais
moi, du coup, je trouve que ça fait lien avec la question que vous avez posée, la demoiselle, vous, tout à l'heure par rapport au prix, effectivement, parce que là, on discute, on est entre nous, donc vous, ça veut dire que vous êtes déjà un public sensibilisé parce que vous avez eu l'information et vous êtes là. Donc on n'est clairement pas dans du tout venant de Port de Clignancourt, par exemple. C'est un bon lieu aussi pour ça. Et en fait, moi, souvent, quand on me pose la question dans ma boutique, ou voilà, mais du coup, c'est quand même cher. Et c'est vrai que je l'entends, c'est des prix, et c'est des prix en plus auxquels on n'est pas du tout habitué. Alors peut-être que je botte en touche en répondant ça, mais c'est que pour moi, c'est pas à moi qu'on doit demander ça. Parce qu'en fait, nous, ici, on n'est que des jeunes créateurs avec toutes les difficultés que comprennent un début d'entrepreneuriat. Donc à savoir pas beaucoup d'argent et tout à faire tout seul. Et pour moi, c'est là où la société civile et les consommateurs sont un super poids, genre vraiment important, d'aller interroger les marques, de dire à H&M, ça, c'est fabriqué comment, pourquoi ça coûte 5 €. Et je pense vraiment que le prix juste, il peut être fait effectivement à l'étranger, tant qu'on s'assure que les gens sont payés correctement et qu'on n'est pas en train de polluer toutes les rivières du pays. Mais du coup, peut-être que le prix juste d'une chemise, ce serait plutôt 50 €. Alors peut-être pas 200 €, mais peut-être 50. Alors là, peut-être que le grand écart, les ouvriers ou les personnes au SMIC peuvent pas non plus le faire. Mais après, c'est aussi, je rejoins monsieur tout à l'heure, est-ce qu'on achète tous les samedis parce que on ne sait pas quoi faire et qu'on est dans une société de consommation qui nous a amenés à acheter tous les samedis, ou est-ce que on achète plutôt de temps en temps et le samedi on va faire une promenade dans la forêt et ça sera tout aussi intéressant. Donc pour moi c'est un peu, chacun doit prendre sa part et devenir l'espèce de marque intermédiaire. Les petits créateurs c'est très compliqué pour eux et les grands pourraient baisser leurs marges, rémunérer mieux les salariés, augmenter un petit peu les prix parce que les consommateurs doivent aussi faire cet effort et acheter moins souvent. Enfin. C'est exactement, pour faire un lien avec l'alimentation, c'est exactement ce qu'on voit dans le bio. On ne peut pas payer du bio, je pense que beaucoup d'entre vous mangent bio, on ne peut pas payer du bio au prix du conventionnel parce que le bio, ça nécessite énormément d'investissement. Héloïse, tu es bien placée pour le savoir avec tes parents qui sont là-dedans. Donc, il y a un moment donné, les gens sont de plus en plus prêts à payer plus pour mieux s'alimenter. Nous, on aimerait que plus tard, ce soit la même chose pour mieux s'habiller. Et au niveau du prix, effectivement, là, on parlait tout à l'heure de l'indécence de certaines marques de luxe qui vont vendre des t-shirts à 300 ou 350 €. Une chemise de Monia, donc supermarché que vous pouvez retrouver dans sa boutique au Grand Voisin, donc autre tiers-lieu très chouette, c'est autour de 70-80 €. Donc c'est pas non plus, pour une pièce de créateur de qualité, c'est pas non plus complètement extravagant. Non, juste pour conclure là-dessus, alors du coup, je connais des marques qui sont très accessibles. On peut trouver des t-shirts pour 20 €. Moi, la jupe que je porte de chez Moudana, qui est fabriquée au Cambodge, elle coûte, je crois, à tout casser 45 €. On est capable de mettre le prix pour des marques milieu de gamme. Pourquoi on ne le serait pas pour des marques de créateurs ou des marques éco-responsables ? La grande question, c'est, voilà, à mon avis, il faut arrêter de surconsommer. Il faut vraiment réfléchir avant d'acheter un vêtement, savoir de quoi on a besoin, se faire une checklist de ce qu'on a besoin avant d'aller se faire du shopping le samedi, le dimanche. Il y a d'autres moyens de se faire plaisir, il y a d'autres moyens d'avoir du bien-être. Le shopping, bien entendu, en fait partie. Mais pour ça, après, il y a des boutiques de mode éthique qui sont là aussi pour vous expliquer la phase de création, pour vous faire rêver, pour vous montrer des patrons. Et comme je disais tout à l'heure, c'est une nouvelle philosophie de vie, mais qui permet de gagner vraiment sérénité et en bien-être quand on s'intéresse à ça. Merci à tous et rendez-vous pour ceux qui peuvent ce week-end. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à tous les intervenantes, toutes.